Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce cycle de conférences de la Fondation de la France Libre qui nous permet de recevoir aujourd'hui Gérard Bardy, journaliste et écrivain. Alors en parallèle d'une brillante carrière de journaliste, Gérard Bardy s'est passionné pour la vie du général de Gaulle au point d'y consacrer des années de recherche et plusieurs ouvrages. Un travail au cours duquel Gérard Bardy a passé au crible les mots du général, sa pensée, ses écrits sur des sujets fondamentaux qui animent toujours notre société tant ces questions sont restées ancrées dans le présent, la modernité et j'ajouterais peuvent toujours précieusement guider notre avenir. On se souvient notamment de l'ouvrage De Gaulle avait raison, Le Visionnaire, c'est en 2016, ou encore Charles le Catholique, De Gaulle et l'Église en 2011. Vous étiez venu également présenter ici Les femmes du général, paru en 2018. En cette année 2020, marquée également par le 50e anniversaire de la disparition de l'homme du 18 juin, nous avons la primeur de découvrir votre dernier ouvrage qui traite d'un sujet encore assez méconnu, celui des dernières heures à Colombey, la mort du général de Gaulle. Nous notons que votre livre est préfacé par notre ami Laurent de Gaulle. Et c'est pourquoi nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, cher Gérard Bardy, à la Fondation de la France Libre. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de me retrouver parmi vous ce soir et c'est presque naturel pour moi d'avoir voulu écrire ce livre marquant le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Comme il vient de vous être dit, depuis 2010, lorsque j'ai cessé de mon activité régulière de journaliste, je me suis consacré en totalité aux recherches historiques, écumant les fonds d'archives publics et privés pour sortir plusieurs livres. Celui-ci, Dernières heures à Colombey, la mort du général, qui vient de sortir donc chez Télémac, est mon 7e livre sur le général de Gaulle ou autour du général de Gaulle. Pourquoi j'ai tenu à être présent en cette année du cinquantenaire de la mort du général? Parce qu'il me semble qu'il faut sans cesse dire et redire, convaincre, apporter des connaissances qui ne sont pas apportées tout à fait par la télévision et même par l'école, et si peu par les parents. Donc il y a une démarche un peu pédagogique, je dois le dire, et puis aussi la passion pour cet homme et la curiosité que j'ai eue de découvrir dans quel état d'esprit, dans quelles circonstances il avait quitté ce monde. Dans Dernières heures à Colombey, je tisse 3 fils. Le fil d'un De Gaulle intime, le fil d'un écrivain qui veut écrire pour l'histoire, et le fil d'un homme qui est abattu, tel un chêne qu'on abat, aura dit André Malraux, et qui reste l'un des géants de notre histoire, et même l'un des géants de son temps, de son siècle, à travers le monde. L'homme d'abord. L'homme, je l'ai campé dans sa maison, la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises, une maison austère à son image. Une maison où il a trouvé la quiétude et où il savait qu'il allait pouvoir être à l'abri des regards, à l'abri des sollicitations, des micros et des caméras aussi. La Boisserie, il l'a achetée en 1934, en Viager, parce qu'elle se situait, pour 2 raisons. D'une part, elle se situait sur la route entre Paris et les grandes places militaires de l'Est de la France, et d'autre part, parce que dans ce jardin, dans ce parc, il voulait laisser grandir à l'abri des regards sa petite fille Anne, née trisomique, comme vous le savez, et qui voulait, qu'elle grandisse en paix dans un cadre le plus protégé possible. Et
c'est là que le général de Gaulle va se retirer définitivement après le référendum perdu de 1969. Il est amer, il est triste, les Français lui ont manqué. Il a fait son séjour en Irlande. On se souvient de cette photo inoubliable du général de Gaulle, de tante Yvonne et de François Maroux qui marchent sur la lande irlandaise. Eh bien, cette quiétude, ce grand large, cette paix de la nature, il la retrouve à la Boisserie. Chaque jour, il fait plusieurs fois le tour de son parc. Très régulièrement, il va faire de longues promenades dans la forêt des Duits qui entoure Colombelles et deux églises, allant chercher des champignons, respirant l'air de la saison et rentrant ragaillardi, réconcilié avec lui-même à travers ce ressourcement dans la nature. Il en a besoin, car ce qu'il a considéré comme un désaveu, c'est-à-dire le référendum tout juste perdu de 1969, résultat qu'en aucun cas il était obligé de faire suivre d'une démission. Et on sait comment le général de Gaulle ne voulait pas continuer à être à la tête de la France s'il n'avait pas derrière lui, s'il ne sentait pas derrière lui le soutien puissant et massif du peuple. Donc nous savons comment il est parti. Triste, avoir consacré toute sa vie à la France, avoir fait autant d'efforts, avoir pris autant de risques en 1940 lorsque l'homme seul est arrivé à Londres, avoir conduit la France libre avec cette énergie, avec cette détermination envers et contre tout, et envers les plus importants de nos alliés notamment, et puis avoir repris la France en 1958, l'avoir redressée, avoir apuré ses dettes, avoir créé des institutions stables, et notamment la constitution de la Ve République, avoir mis en route de très grands programmes, et puis avoir perdu à peu de choses près, certes je le redis, la confiance d'une majorité de Français. Donc c'est un homme-là que je fais vivre, avec des témoignages à l'appui, dans ces derniers temps à la Boisserie. Il se lève, il prend son petit déjeuner dans sa chambre à l'étage avec Madame de Gaulle, et puis il lit ses journaux en bougonnant. Ah, la presse, ah, ces journalistes, ils ne comprendront jamais de Gaulle. Et puis il passe dans la salle de bain, là où personne ne le verra jamais dans la moindre intimité, même son fils qui ne l'a vu qu'une seule fois de dos, torse nu. Et puis il descend, il rejoint, et toujours en costume 3 pièces, cravate évidemment. Il n'est pas question que de Gaulle, même chez lui, se balade en pyjama ou en robe de chambre, c'est inenvisageable. Alors il descend l'escalier, se retrouve dans le salon, la salle à manger, salue le personnel, la femme de chambre, la cuisinière, le chauffeur, et puis le voici parti pour un premier tour de parc, avant de s'enfermer dans son bureau. Bien sûr, à l'heure de midi, il s'interrompt, le temps de faire un bon déjeuner, car j'y consacre aussi quelques pages savoureuses. Le général de Gaulle était gourmand, il aimait les bons plats canailles. Yvonne le savait et avait trouvé, pour lui faire plaisir, les meilleurs producteurs, les meilleurs artisans de la région pour se faire livrer les plats qu'il préférait. Bien sûr, après, il reprenait encore le temps de faire une fois, 2 fois le tour de son parc, et il se remettait au travail. Et là, nous sommes dans la deuxième partie du livre, c'est l'écrivain. Le général de Gaulle n'a pas voulu faire, c'est lui qui le disait, un livre supplémentaire de général qui raconte ses souvenirs. Il voulait faire une œuvre littéraire de qualité. Il voulait choisir chaque mot, préciser chacune de ses intentions, expliquer chacune de ses décisions. Il voulait s'expliquer avant de partir. Il savait que le terme approchait, et d'ailleurs très souvent il disait aux siens « Ah, il me faudrait encore 3 ou 4 années pour terminer mes mémoires, mais vais-je en avoir le temps ?»
Et quand il écrivait à sa famille, c'était la même obsession. Vais-je avoir le temps de terminer mon travail? Un travail d'explication, d'une qualité absolument parfaite. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à lire les Mémoires d'Espoir. C'est dans un style différent des Mémoires de guerre, mais c'est vraiment savoureux, c'est dans un grand style. De Gaulle ne voulait pas écrire n'importe comment, raconter des faits, des anecdotes et tout. Il reprochait d'ailleurs à Churchill de l'avoir fait. Il disait non, moi je ne peux pas faire des mémoires à tout venant comme a fait Churchill. Je veux faire une œuvre construite, une œuvre pour l'histoire, avec des références, avec un caractère historique incontestable. La qualité de l'écriture du général de Gaulle lui avait valu quelques années plus tôt la visite du grand chancelier de l'Académie française pour le solliciter, pour l'inviter à devenir académicien. Et le général de Gaulle n'était pas hostile à cette idée de rejoindre l'Académie française, comme avant lui de grands politiques, je pense à Poincaré notamment, qui avait été élu à l'Académie française. Mais au secrétaire perpétuel qui l'avait visité à la Boisserie, il avait dit un demi-oui, un demi-non, et puis il en a parlé en famille, et c'est Madame de Gaulle qui l'en avait dissuadé. Mais voyons, Charles, vous vous voyez avec un bicorne, sous-entendu, vous auriez l'air ridicule. Et le général avait lâché, oui, c'est vrai, et il avait renoncé, et il avait décliné l'offre d'entrer à l'Académie française. C'est toutes ces anecdotes qui tissent le récit des dernières heures à Colombey. Je montre le général de Gaulle assis à son bureau dans la tour de la Boisserie, entouré de quantités de souvenirs qui lui étaient très chers, ou des souvenirs de la guerre, ou des objets qui lui avaient été offerts par les grands de ce monde, ou les œuvres de quelques écrivains qu'il aimait par-dessus tout. On citera Mauriac, on citera André Malraux notamment, il y en a d'autres. Et c'est dans cet univers que, inlassablement, d'une écriture fine et penchée, surraturée, et raturée encore, il écrivait ses feuillets avant de les donner pour que quelqu'un les tape à la machine et que les éditions Plomb, enfin Berger-Chevreau à l'époque, puissent les utiliser pour les publier. Au bout d'un moment, il fatiguait. Il avait du mal à écrire. De temps en temps, tante Yvonne, qui l'entendait depuis le salon grogner, lui disait « Ah, c'est pas facile, hein, c'est dur à sortir. » Oui, alors il s'interrompait un moment, il marchait un peu, il venait prendre le thé à 5 heures avec elle, c'est une tradition chez les de Gaulle depuis Londres. Et puis il reprenait un peu son travail d'écriture et puis il terminait la soirée par quelques courriers personnels qu'il faisait à ses amis, notamment à ses amis de la période de la guerre et aussi à ses anciens collaborateurs de l'Élysée, mais surtout à sa famille. Je crois que ce livre montre la qualité des relations entretenues par le général de Gaulle avec sa famille. La famille, c'était pour lui le creuset de tout. C'était le fondement de tout. Il n'y a pas de société solide, équilibrée, durable, si au cœur de cette société, la cellule de la famille n'est pas privilégiée et protégée. C'était ça la conviction du général de Gaulle. Donc, jusqu'à son dernier jour, je dirais même jusqu'à ses dernières heures, puisque 1 heure avant de mourir, il était encore en train d'écrire à quelques vieux compagnons et à des membres de sa famille. Quand la journée était terminée, vers 19 h, il aimait s'installer dans son salon, face à la télévision, et il regardait les actualités régionales de Champagne-Ardenne. Il aimait, face aux nouvelles du monde, confronter les nouvelles régionales, savoir ce qui se passait autour de chez lui, comment vivait sa province, comment vivait la France profonde, on disait ça à l'époque
sans connotation péjorative. Et ce soir du 9 novembre 1970, De Gaulle est là, face à son téléviseur. Il a devant lui la petite table de jeu sur laquelle il a étalé ses cartes pour faire une réussite. C'était son passe-temps. Il fallait qu'en plus de l'observation qu'il faisait du poste de télévision, il occupe ses mains. Alors, il jouait avec ses cartes et tout, il n'en tenait pas plus compte. Une réussite, c'était pour lui plus un passe-temps, une façon de tuer cette relative solitude, finalement, face au téléviseur. Et tout d'un coup, un peu après 19h, Yvonne de Gaulle l'entend dire « J'ai mal ». Il essaie de porter la main à son dos. Elle le voit, son visage a changé, elle s'inquiète. Le général de Gaulle s'affaisse, ses lunettes tombent sur le tapis. Il se couche sur le côté et aussitôt, Yvonne de Gaulle voit que c'est sérieux. Il ne parle plus, il respire normalement. Aussitôt, elle appelle la cuisinière et la femme de chambre qui appelle le médecin. Le médecin est à Bar-sur-Aube, il y a 20 km, c'est l'hiver, il fait nuit, la route est dangereuse, sinueuse, mouillée. Le médecin arrive à toute allure, il dira plus tard que jamais il n'a roulé aussi vite. Et puis pendant ce temps-là, le chauffeur va chercher le curé du village à la demande de Madame de Gaulle. Le curé, très vite arrivé, immédiatement suivi du médecin, voit bien que le général de Gaulle est dans une mauvaise situation. On a allongé son corps sur un matelas dans le salon. Il est sur le côté. Pour ne pas qu'il souffre, le médecin lui fait une piqûre. Il est encore vivant. Le prêtre lui donne les derniers sacrements. Et puis, quelques instants plus tard, sans que de Gaulle n'ait pu dire un seul mot, le médecin regarde Madame de Gaulle et d'un signe des yeux lui indique que tout est terminé. Voilà. C'est la fin d'une histoire, d'une grande histoire. Le dernier géant de l'histoire de France a cessé de vivre. Aussitôt, son corps allongé dans le salon est recouvert d'un drapeau tricolore que le chauffeur est allé chercher dans le tiroir d'une table de nuit à l'étage. C'est le grand drapeau bleu-blanc-rouge que l'on hissait à la façade de la Boisserie à chaque fête nationale. Tel le gisant d'une cathédrale, général de Gaulle est recouvert du drapeau tricolore. Près de lui, on place un cierge allumé, une soucoupe avec de l'eau bénie, et puis, quelques instants après, le grand livre des compagnons de la Libération. La vraie famille du général de Gaulle, l'autre grande famille du général de Gaulle avec la sienne. Yvonne de Gaulle est allée chercher dans un tiroir de sa table de nuit à elle un chapelet qu'elle glisse entre les doigts du général. C'est le chapelet qui leur a été offert lors de leur dernier voyage au Vatican, voyage officiel. On ferme les volets et le soir tombe, le soir est tombé, la nuit est tombée, et on reste autour du général. Chacun comprend qu'une page d'histoire est tournée. On fait en sorte d'appeler très vite Philippe de Gaulle, qui est à son poste de commandement à Brest. On ne peut pas le joindre. Alors on passe par le général de Boissieu, le mari d'Élisabeth de Gaulle, la fille des de Gaulle, pour l'alerter. Mais comme on a peur d'être sur écoute, on parle à demi-mot. On ne dit jamais le général est mort. On dit c'est votre beau-père, c'est sérieux. Il y a quelque chose, il faut venir. Prévenez Philippe. Et c'est effectivement le général de Boissieu qui va finir
par prévenir Philippe de Gaulle, et les deux vont arriver le lendemain à Colombey-les-Deux-Églises. Mais avant, Madame de Gaulle a demandé à son fils d'une part de se rendre à l'Élysée et de ne rien dire à personne parce qu'elle veut que le président de la République, Georges Pompidou, soit le premier averti de la mort du général. Elle veut aussi que le président de la République respecte les dernières volontés du général. Dans un testament écrit plusieurs années plus tôt et remis à 3 personnes, son fils, sa fille et également Georges Pompidou, il a indiqué qu'il ne voulait pas d'obsèques officielles, qu'il voulait être enterré dans son village, après une cérémonie dans l'église du village, au milieu des villageois, comme un villageois ordinaire. Et Yvonne de Gaulle a peur que Pompidou, pour effacer tout ce qui a pu être dit de la brouille qu'il y a eu entre le général et lui, elle a peur que Pompidou passe outre ce testament et organise des obsèques nationales pour, il faut le dire, se mettre un peu en avant. Elle n'en veut pas, elle ne veut pas de ça. Donc elle dit à son fils, il faut que tu fasses le forcing et que tu ailles à l'Élysée dire à Pompidou, 1, que le général est mort, et 2, qu'il faut respecter son testament. Je raconte dans ce livre, en détail, les difficultés rencontrées par Philippe de Gaulle pour arriver à l'Élysée, pour être reçu par quelqu'un de confiance. Il ne sera jamais d'ailleurs reçu par Georges Pompidou. On le sait, il y aura le matin, à Notre-Dame de Paris, une cérémonie impressionnante, réunissant tous les chefs d'État, tous les chefs de gouvernement de la planète. Aura-t-on vu une seule autre fois autant de chefs d'État réunis sous les voûtes de Notre-Dame de Paris? Je ne le crois pas. Les de Gaulle ne sont pas là. C'est l'affaire officielle. Mais tout le monde est là l'après-midi pour un office intime à Colombey-les-Deux-Églises. À Colombey où sont arrivés des milliers et des milliers, 20 000, 40 000 selon les chiffres de la gendarmerie. Déjà à cette époque, on allait du simple au double. 20 000, même 20 000 personnes dans un village de quelques dizaines, de 300, 400 habitants, à l'époque, même pas. C'est énorme. Les gens sont montés sur les toits des granges sont parfois recouverts de dizaines d'hommes qui se sont fait la courte échelle. Les femmes sont montées sur les murs et quand le corps du général de Gaulle traverse le village, enfin une partie du village, une petite partie du village, entre la boisserie et l'église, eh bien il y a un immense silence qui s'installe. Le glas sonne au clocher, comme à tous les clochers de France, et les gens s'agenouillent, beaucoup pleurent, certaines personnes commencent à avoir un certain âge et elles portent au revers de leur veston des décorations obtenues sur le champ de bataille. Et c'est toute cette France réelle, cette France profonde, cette France qu'il aimait, cette France qu'il a toujours suivie, qui est là et qui marque le deuil. On sait comment le général de Gaulle sera ensuite descendu dans la tombe familiale. Il va rejoindre sa petite fille Anne, l'enfant trisomique qui a vécu de 1928 à 1948. Et c'était son souhait. Le dimanche précédant sa mort, accompagnant sa famille à la messe, puis pour un instant de recueillement devant la tombe de l'enfant, il avait redit « C'est là que j'irai ». Quelques jours après, les faits lui donnaient raison et il rejoignait son enfant qu'il avait vraiment choyé toute sa vie. Et là aussi, c'est une part de Gaulle très peu connue. C'est avec cette petite fille infirme que de Gaulle montre toute son humanité. C'est là où la carapace saute, où on voit vraiment la vérité d'un homme au-delà de la stature qu'il avait, stature dont on sait qu'il l'entretenait parce que de Gaulle, il représentait la France, donc il ne pouvait pas
se laisser aller et ce maintien qu'il observait en permanence était bien non seulement le reflet de sa personnalité propre, c'est incontestable, mais aussi la volonté d'incarner une France droite, fière, debout. Que reste-t-il aujourd'hui du général de Gaulle? Le souvenir est-il encore bien présent? On ne peut pas répondre par oui ou par non. Dans le peuple de France, beaucoup ont un souvenir très fort du général de Gaulle. Pour les jeunes, c'est un peu plus mystérieux. Pour les hommes politiques, gauche et droite réunis aujourd'hui, tout le monde cite de Gaulle, y compris ceux qui, d'ailleurs, parfois se sont présentés comme ses héritiers et qui, c'est un avis personnel, n'ont pas toujours respecté l'héritage. Mais c'est une autre histoire. Je vous souhaite une bonne lecture de Dernières heures à Colombey, La mort du général. Je me permets de vous rappeler que c'est paru chez Télémac. Le livre qui fait 200 pages est vendu 17 €. Et si vous le vouliez, vous pourriez passer par la Fondation de la France Libre. Je me ferai un devoir de vous l'expédier dédicacé. Merci beaucoup. Merci. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.